Aujourd'hui, on parle que géopolitique. On est purement géopolitique. On espère que la géopolitique aujourd'hui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi l'Afrique et surtout le Cameroun vit certaines situations économiques et politiques. J'ai introduit juste le sujet. Je souhaite que les semaines qui arrivent, je vais le développer, parce que c'est un devoir de le développer et d'apporter des solutions. Parce qu'à la fin, le but n'est pas de dire que voilà ce que le service dit, blablabla. Le but est de dire, d'apporter les causes, les conséquences, les causes, les conséquences et aussi les solutions. Donc, nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, une colonie française, disons ça ainsi, ou une tutelle française, sur beaucoup de points. Donc, il faut qu'on comprenne un peu l'histoire française, que je vais résumer rapidement. Je pense que l'oiseau est venu faire sa fête aujourd'hui. Okay. L'histoire française, et à travers cette histoire, on va essayer de comprendre deux ou trois choses. Je vais introduire un sujet, et ce sujet, j'espère que ce que j'ai eu en novembre 2016, qui est une commande exécutive. Et cette commande exécutive, je veux que mes collègues et les dirigeants africains qui ont ou qui auront le courage de le faire, de le dire, de le lire, puissent trouver des solutions à travers cette expression. Dans 2016, le 23 au 24, je mettrai l'image après. Le 23 au 24 novembre 2016, donc ça fait 9 ans, j'ai reçu une commande exécutive. Dans cette commande exécutive, j'ai reçu des ordres à donner, des directives à donner. On m'a demandé de l'écrire, de le garder et d'en parler. Je mets l'image à côté parce que l'image que je mets ces derniers temps, surtout ces dernières semaines-ci, ça permet une chose. Ok? Ça permet une chose. Ah ouais, ça fait, c'est tout. Ah ouais. Il est décidé avec moi ce matin, ça va. Ça va aller, laissez-le faire son truc. Quand il aura ça, il va se calmer. Ça permet une chose. Ça permet déjà d'archiver l'expression du service ou l'expression de Dieu, mettons ça ainsi, je ne sais pas le mot Dieu, mais d'archiver, parce que beaucoup d'entre nous, en tant que serviteurs, on aime bien dire des choses, mais il faut essayer de le prouver. Donc je vais un peu essayer d'aller dans ce qui a été dit. Ceux qui vont voir la vidéo après, je vais mettre une image à ma gauche. Dans cette expression visuelle, qui est une commande, cette commande était très claire. Elle était sur 3 points. Donc déjà, je suis transporté hors du continent africain. Et hors de ce continent africain, on me fait traverser de l'Afrique du Sud actuelle. Et on me fait monter jusqu'en Afrique de l'Ouest. C'est un voyage qui était progressif. C'est un transport qui était progressif. Et à chaque traversée, dans chaque pays, dans le continent de l'Afrique du Sud, jusqu'en Afrique de l'Ouest, la voix disait, tous ces pays vont entrer en révolte politique. Et qu'en fait, il y aura des révoltes politiques. Chaque fois qu'il y aura présidentielle, il y aura des manifestations sévères dans tous ces pays-ci que je te montre. Ça, c'est le 23 au 24 2016. Ça, c'est il y a 9 ans. Et il dit, dans cette expression, que les présidents vont sauter les uns contre les autres. Les présidents vont sauter. Les présidents vont être éjectés depuis l'Afrique du Sud jusqu'en allant vers l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la première commande exécutive. Ça, c'est il y a 9 ans. Donc,
Ce qui est clair, c'est dans ce voyage, depuis le sud du continent jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, ça parlait déjà des principes électoraux qui apporteront des révoltes et de l'éjection ou de l'expulsion des chefs d'État. Ça, c'est il y a 9 ans. Ça, c'est la première phase. Ouais. Et cette première phase, elle est très importante parce qu'en fait, elle te permet aujourd'hui, 9 ans plus tard, de comprendre le contexte actuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit se poser la question de l'Afrique du Sud, enfin du sud de l'Afrique, jusqu'en montant progressivement, en allant tous vers l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'il y a eu les 9 dernières années? C'est une question qu'il faut se poser. Combien de coups d'État est-ce qu'il y a eu depuis les 9 dernières années, ou à partir de 2020-2021? Est-ce qu'il y a eu éjection de certains chefs d'État? Ça, c'est la question centrale, pour essayer de démontrer l'expression et la conclusion, bien sûr, ou les conséquences. C'est la première phase. Et s'il faut faire une historicité de ce point, on le fera la semaine prochaine parce qu'à cause du temps. Mais pour dire que depuis l'Afrique du Sud, quand tu vas au Zimbabwe, quand tu vas en Tanzanie actuelle, quand tu vas au Botswana, quand tu vas RDC, quand tu vas à tous les pays d'Afrique centrale, quand tu vas à tous les pays d'Afrique australe, quand tu pars d'Afrique de l'Ouest, depuis les 9 dernières années, on voit des cataclysmes politiques. Ça, c'est d'abord un facteur clé de cette expression-ci qui va toujours rester là jusqu'à ce que je finisse. Donc, ça, c'est la première expression qui a été donnée. Deuxième facteur que j'ai déjà expliqué ici il y a beaucoup d'années, c'est le facteur area boy. C'est-à-dire, c'est quoi les area boys en français? Enfin, c'est pour ceux qui écoutent la première fois. Les area boys, ce sont un code linguistique de l'Afrique de l'Ouest qui représente la jeunesse des années 1800 ou du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, ce à cause des colonies françaises et anglaises qui venaient sur les côtes et faisaient en sorte que les enfants des villages, des profondeurs du pays, sortent de leur village et viennent vers les villes à la recherche de l'emploi. Et à la recherche de cet emploi, ils ont créé donc des vandales, des prostituées, des chômeurs, parce qu'ils étaient à la recherche du travail, ce qu'on appelle les area boys. Ça, j'ai expliqué ça ici en 2022, 2023 et 2024. Ça, ce sont les deux facteurs d'abord qu'il y a. Le troisième facteur, c'est le facteur de la solution. Parce qu'en fait, ces deux facteurs sont aujourd'hui visibles. Mais il faut expliquer leur profondeur que je ferai tout à l'heure. Je prends ces deux facteurs parce qu'en fait, c'est ce que nous vivons. Le taux de chômage dans ces pays, depuis l'Afrique du Sud ou le sud de l'Afrique, en remontant vers la corne de l'Afrique, en allant tous vers l'Afrique de l'Ouest, nous vivons un chômage exécrable, causé donc toujours par des fonctions coloniales qui ont poussé les populations à migrer vers les capitales économiques et les capitales politiques à la recherche du travail pour se conformer au dogme colonial. Ça, c'est un principe de base des area boys. Le côté politique, que j'ai souligné plus tôt, c'est que les présidents africains, depuis les indépendances, vivent les coups d'État. Ça, c'est un fait. Okay? Mais depuis 2016, qui a été dit, surtout 2020-2021, les transformations étatiques pour lesquelles on voit les présidents aujourd'hui, comme Ibrahim Traoré, Goïta, etc., sont différents des autres parce qu'eux, ils veulent vraiment créer une autre forme de gouvernance. Et on arrive à cette génération Z qui veut absolument virer les anciennes formes de présidents. Donc, mais il faut expliquer leur contexte avant toute chose. Donc, c'est le contexte que je vais essayer d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je vais parler plus vite que ce que j'ai à dire. Nous sommes dans l'introduction. Aujourd'hui, malheureusement, on vit des révoltes dans la plupart des pays. On vit des manifestations, comme dans notre pays aujourd'hui actuellement, on vit des manifestations. Mais on ne se pose pas véritablement les questions sur deux points. Le facteur politique, le facteur économique, qu'on va essayer d'évoquer tout à l'heure pour comprendre et sortir, trouver une solution. Mais avant toute chose, avant d'arriver à cela, il faut qu'on introduise vraiment un problème qui est visible.
Nous sommes véritablement une colonie française. Je vais expliquer pourquoi. Bon, ça, tout le monde le sait. Oui. Mais je vais absolument nous faire comprendre pourquoi nous sommes dans cette erreur actuelle et que les dirigeants doivent prendre ceci, même si je pense que certains pourraient le dire, mais doivent prendre ceci un peu en considération. L'Empire franc ou française, qui commence avec Clovis en 481, devient véritablement un empire ou un royaume français, un royaume franc, mettons ça ici. Le royaume franc. Parce que s'il faut faire un petit résumé, enfin, le royaume français ou la monarchie française s'étend de Clovis en 481 jusqu'à la chute de Napoléon III en 1870. Ça, c'est comment l'empire monarchique français évolue, c'est-à-dire de 487 à 1870. Alors, si vous faites un petit résumé pour ceux qui sont un peu rapides à la touche calculette, vous allez voir que c'est près de 15 siècles de monarchie. Ok? Ça veut dire un monarque, c'est un roi qui domine sur son peuple sous le regard théologique. Ça veut dire c'est le représentant du Dieu ou d'un Dieu pour lequel vous lui devez allégeance. Autour de lui, il a ses sujets. On va parler ça la semaine prochaine. On va entrer dans le détail. Il a ses sujets, il a son clergé et il a la population qui a 95%. Ceux qui lui payent des taxes, si vous voulez. Donc, depuis Clovis, en 481, jusqu'à Napoléon III, en 1870, il y a une très grande monarchie française. N'oublions pas, j'insiste dessus parce qu'en fait, la France a été une monarchie beaucoup plus longtemps qu'une république. Et c'est ça le vrai problème actuel pour lequel on ne prend pas ça en considération. Okay? On sait qu'on parlera de ça la semaine prochaine. Il y avait l'Empire mérovingien, l'Empire carolingien, la dynastie capétienne, jusqu'à, disons, la Première République. Et on va expliquer la Première, Deuxième, Troisième, Quatrième et Cinquième République aujourd'hui, en quelques minutes, juste pour qu'on puisse comprendre le contexte. Alors, naturellement, quand les Français au XVIIIe siècle, surtout au XVIIIe siècle, viennent vers nous, ils sont encore une monarchie catholique. Et ils viennent nous coloniser, nous. Je prends le Cameroun en tant qu'exemple. Hein. Ils nous colonisent, nous. Même si les Anglais font aussi partie de cette trappe de colonisation, eux aussi, ce sont des monarchies. Mais quand ils viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils y trouvent? C'est la question qui est importante. Et je pense que c'est sur ces points-là qu'on ne prend pas trop, on ne met pas trop l'accent, parce que je ne parle pas de république, démocratie, je vote, tu as voté, qui n'a pas voté. Il faut qu'on puisse prendre la peine de voir à quel point ceux qui nous vendent la république, ceux qui nous vendent la démocratie, n'ont pas pu gérer leur démocratie en 150 ans. Parce que de 1870, de Napoléon III, jusqu'à la période de De Gaulle, c'est-à-dire en 45, ok, 40-45, qui représente la Troisième République, c'est en transformation constante, il y a des guerres constamment entre eux. Parce qu'ils n'arrivent pas encore à gérer leur propre démocratie. Mais ils nous imposent la démocratie aux années d'indépendance. J'introduis le sujet. Je vais entrer dans certains détails dans quelques temps. Donc, s'il faut aller dans ce sens, on a de vraies questions à se poser par rapport à notre démocratie actuelle. Parce que la France qui nous donne la démocratie, eux-mêmes ont traversé des différentes formes de guerre. Parce que certains voulaient, vous devez savoir, Louis XVI, c'est le véritable dernier monarque français. Il tombe à la période des Lumières, entre guillemets, et cette période des Lumières apporte des idées nouvelles. Ces idées nouvelles viennent dans le sens sur des points de la révolution industrielle. Pourquoi? La révolution industrielle apporte un changement drastique en Europe. La classe moyenne et la basse classe qui commencent à trouver des financements ou commencent à grandir financièrement, commencent à côtoyer la classe des monarques.
ils ont beaucoup d'argent. Et ils investissent pour une autre forme de politique. Cette autre forme politique joue un rôle majeur parce qu'elle bouleverse la stabilité monarchique. Elle bouleverse ce qu'on appelle les clergés, parce que les clergés, c'est l'Église. C'est eux qui prient pour le roi, parce que le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre. Okay? Ça bouleverse le système de la société. Et ce bouleversement est très important à prendre en considération parce qu'en fait, la classe politique change totalement en France, surtout en France. Je laisse la Grande-Bretagne. Ça change en France parce que la France a beaucoup trop de dettes. Beaucoup de dettes parce qu'ils font beaucoup de guerres autour d'eux. Et cette guerre-là, avec la politique nouvelle qui s'installe, crée beaucoup de révoltes, crée des années de lumière, des pensées de lumière. Ils cherchent à apporter ce qu'on appelle la République. C'est là où la République commence. On est en 1792, quand on appelle véritablement le mot République, et on dit un peuple, un et indivisible. Parce que ça, c'est le mot qu'on aime un peu aujourd'hui. Nous sommes le Cameroun, nous sommes un et indivisible. En réalité, la première fois que c'est dit, c'est en 1792 en France. Pourquoi on parle d'indivisibilité? On parlera de ça la semaine prochaine, quand on va parler des détails. C'est juste le facteur qu'il y a un clergé qui voudrait repartir à la monarchie, parce que le roi est tombé, que le roi a été tué. Marie-Antoinette a été décapitée, pour tout un peu l'histoire de France. Et une nouvelle classe politique s'élève. Cette nouvelle classe politique veut apporter ce qu'on appelle le scrutin national, okay, ou universel. Et que la démocratie pour le peuple, par le peuple. C'est là où toutes ces histoires-ci commencent. Nous, encore en Afrique, on était quoi? C'est la vraie question qu'on a se poser. Nous, on était encore dans nos rois. On était avec nos reines et nos rois en Afrique. Donc, en 1792 jusqu'en 1870, l'Afrique vit encore sous la domination monarchique. L'Afrique, c'est-à-dire, si on voit tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest, on vivait encore sur les confédérations. Ces différentes confédérations avaient leurs rois et leurs reines, et ils dirigeaient leur peuple selon leurs rois et leurs reines. Mais on n'a pas vraiment cette histoire-là. Cette histoire a été bloquée, enfuie et même enterrée. Si on va très vite, on arrive au 19e siècle, oui, la France est à sa deuxième république. Une république pour laquelle il y a des tiraillements sévères, mais ça s'impose à la population par la force, par la matraque, par le fouet et par les armes. La France a beaucoup souffert de ces différentes républiques. La réalité ici, si je prends cet exemple tout simple, c'est pour faire comprendre que quand, dès 1958, celui qui refait la Constitution française, surtout par la main puissante de De Gaulle, cette Constitution, elle est importante, un peu à la comprendre, même si je vais détailler ça la semaine prochaine, parce que j'ai introduit, je ne vais pas mettre très long. Elle nous a été imposée dans les années 50. Parce que dans les années 50, nous sommes une tutelle française. Nous ne sommes pas vraiment une colonie, entre guillemets. Nous sommes véritablement une tutelle. Nous, en tant que tutelle française, il nous donne un premier ministre, qui est Marie Mida, avec une constitution de 58, une nouvelle constitution française. Et cette constitution française, quand elle nous a été donnée, elle crée aussi ce qu'on appelle une assemblée législative, que vous appelez l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils mettent le président de cette assemblée. Ils mettent des députés. C'est eux qui dirigent véritablement, parce que nous sommes encore une tutelle. Il n'y a pas de président. Marie Mida n'est pas un président, c'est un premier ministre. Il n'est pas président. Celui qui est, entre guillemets, président, c'est De Gaulle. Et le ministre d'Outre-mer. S'il faut aller en ce sens, quand ils viennent vers nous, en 58, que sommes-nous? Vu qu'il n'y a pas de président, je veux juste qu'on questionne un peu notre histoire. Et je sais qu'il y a des très grands historiens à cette période aussi, qui scrutent les archives. Moi, je scrute aussi beaucoup les archives. Parce qu'il faut avoir beaucoup de connaissances pour parler aujourd'hui. Donc, quand ils viennent en 58 et qu'on met André Marie Bida, quel est le rapport français? Moi, j'ai le rapport français de 58.
59 et 60. J'ai ce rapport. Je mettrai même une part de ce rapport ici. Juste pour les gens qui veulent zoomer, lisent. Je ne vais pas la lire. On va faire ça la semaine prochaine. Quand le rapport du journal de 58 et 59 dit une chose très claire. Au nord, on a des chefferies. Au nord, on a des chefferies. Ils expliquent comment les chefferies fonctionnent. Au sud, on a des chefs. Ils expliquent comment au sud les chefs fonctionnent. À l'ouest, on a des chefs, les rebelles. Parce qu'ils vous prenaient plus pour des rebelles. Parce que vous ne voulez pas vous conformer depuis les années 54 jusqu'aux années 61. Parce que voilà, vous avez créé trop de guerres, parce que vous ne voulez pas vous conformer à la puissance française. Vous appelez ça la guerre des maquis. Ils ont vu des chaufferies à l'ouest. Donc ça veut dire, avant 58, le Cameroun fonctionnait d'une certaine manière. Et je dis encore, de 58 à 61 ou à 60, qui est le synonyme de l'indépendance camerounaise. S'il vous plaît, je sais que c'est un peu un petit coup d'histoire qu'on va faire, on va encore le peaufiner la semaine prochaine avec beaucoup de détails. Le Cameroun vit encore sous le regard des chefs. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Donc ça veut dire nos grands-parents actuels n'ont que vécu sous le regard des chefs. Et même nos parents actuels qui sont nés avant 60 n'ont que vécu sous le regard, même s'ils étaient encore tout petits, sous le regard des chefs. C'est très important cette histoire-ci qu'il faut d'abord narrer. Donc, dans les années 60, quand on nous impose une indépendance, je dis bien le mot imposer une indépendance, parce que l'indépendance, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, c'est tous les pays, à cause des tractations que la plupart des activistes ont pu poser à la Société des Nations, qu'on appelle Nations Unies aujourd'hui, ont pu imposer à vouloir une indépendance des tutelles ou des colonies. Ils nous ont donc donné cette indépendance. Et voilà, j'adore cette citation de Ferry, qui dit « Nous donnons l'indépendance à ceux qui le veulent le moins. » J'insiste encore, je mettrai cette cotation à côté. « Nous donnons l'indépendance à ceux qui le veulent le moins. Et nous tabassons ceux qui le veulent le plus. » Ça c'est, là on est en 58. Celui qui le dit. Et on sait ce qui s'est passé à tous ceux qui ont voulu apporter l'indépendance en Afrique. Ils ont été tabassés et tués. C'était clair. C'est dans le bouquin. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut faire encore allégeance à ce type de lien politique. Donc, dans les années 60, s'il faut aller plus vite, les années 60, on nous impose une indépendance. Cette indépendance, elle est tronquée. Parce que c'est une indépendance qui veut unir les chaufferies du Nord, Tikar, Logon Tchari et les chaufferies du sud de Mvorobeti, sans prendre en considération les chaufferies de l'ouest. Voilà pourquoi je dis que si les problèmes qui commencent là au nord, il faut que les gens comprennent que chacun peut se réveiller pour dire que nous sommes de notre part. Et c'est là où je pense que l'État doit réfléchir autrement. Parce qu'on a mis de côté les chefs de l'ouest. On a beaucoup plus considéré les chefs du nord et les chefs du sud, en leur donnant ce qu'on appelle le pouvoir en tant que législatif ou assemblée législative ou en tant que président. Aïdjo, président du nord, ensuite Biya, président du sud. Ça c'est une véritable constitution derrière la constitution. En fait, donc, naturellement, donc, quand il y a élection présidentielle de 60 jusqu'aux années 80, avant que Poul Biya ne prenne le pouvoir, par constitution, parce que Poul Biya n'a pas reçu le pouvoir par les urnes. C'est clair. Bon, ça, je le dis depuis des années. Donc, pour conclure, pour atterrir, à cause du temps, ce qu'il faut considérer ici, c'est le fait que quand on nous impose une politique républicaine par suffrage universel, j'insiste encore, quand on nous impose des élections à suffrage universel par le vote, on doit se poser les vraies questions sur la démographie camerounaise qui est, à cette période de 60,
en 70, toujours subdivisé en 3. Les chefferies du Nord, les chefferies du Sud, les chefferies de l'Ouest. On vit encore cette caractéristique tribaliste. Parce qu'on dit, tu es tribaliste, il n'y a pas de tribaliste. Nous sommes un peuple tribal. Ça veut dire, nous avons des tribus. Tribalisme n'est pas d'abord un mauvais mot. C'est devenu péjoratif aujourd'hui. Mais d'abord, nous sommes un peuple tribal. On a des tribus. Ok? D'abord, il faut d'abord qu'on accepte cette réalité. Donc, si je vais dans un parallèle que je ferai la semaine prochaine, puis dans ce parallèle, ce qu'il faut constater, c'est que la France qui nous impose une république, eux-mêmes étaient une monarchie pendant près de 15 siècles. De Clovis à Napoléon, c'était une monarchie. C'est quelque temps plus tard qu'elle devient une monarchie constitutionnelle, qui n'a pas marché. Ensuite, ça devient une république, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc le problème de l'Afrique vient ici. C'est de là que le problème émerge. Et il faudrait que les activistes arrêtent d'être actifs pour les choses qui ne sont pas actives. Mais activer le cerveau sur le fait que quand ils nous imposent la démocratie, le suffrage universel, dans les années 60, et ils créent le multipartisme à cause de la chute de l'Union soviétique en 90. Là, on entre dans vraiment le multipartisme en 90, 91. Tous les peuples africains dans ce multipartisme. Ils nous imposent sans prendre en considération que nous sommes encore un peuple tribal. Et forcément, ça ne marche pas. Actuellement, ça ne marche pas. Aujourd'hui, si on voit des révoltes au nord, on doit se poser la question pourquoi il y a des révoltes au nord. Si on a des révoltes au sud-ouest, on doit se poser la question pourquoi on a des révoltes au sud-ouest. Il n'y a pas encore de révolte au centre, parce que le centre j'ai encore le pouvoir depuis beaucoup de temps. Mais il n'y a pas véritablement de révolte. On a se poser des vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, on vit des conséquences de la colonisation. Mais on ne se pose pas les vraies questions pour comment faire sortir, comment est-ce qu'on peut sortir cette nation de ce problème qui est en train de prendre une ampleur, une amplitude très grave. Je m'explique. J'ai introduit un sujet. La semaine prochaine, on va prendre la France comme un exemple. On va entrer dans beaucoup de détails sur les différentes guerres. La guerre des Vendées qui a bien pu avoir, la guerre des religions qui a bien pu avoir depuis le 15e siècle jusqu'au 18e siècle. On va les expliquer pour montrer à quel point la démocratie chez eux n'a même pas marché. Et actuellement, la démocratie ne marche toujours pas. Parce qu'actuellement, Macron est en train de souffrir. Avant lui, qui était président avant lui? Non, Hollande souffert par rapport à ça. Avant ça, Sarkozy. Tous ces présidents souffrent dans ces républiques. Ça ne marche pas. Et si vous voyez même encore la France, par rapport à la Corse et par rapport au nord-ouest de la France, il y a toujours ces petites tractations parce que chacun veut se réclamer en tant que peuple, en fait en tant qu'ethnie. Ça, on ne voit pas ça trop, mais eux, ils le vivent. Nous, aujourd'hui, on vit un problème qui est du Nord. Aujourd'hui, c'est le problème du Nord. Dans les années 80-90, c'était le problème du Nord-Ouest, Sud-Ouest, qui a éclaté pour la guerre au Nozo. Aujourd'hui, c'est le problème du Nord. Je veux qu'on parle du Nord, un peu, quelques secondes du Nord. On ne va pas s'appesantir dessus, mais on va un peu. Parce qu'en fait, je vois les gens qui courent, qui sont prêts à casser à cause d'un problème du Nord qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui est une conséquence coloniale. Et cette conséquence coloniale, si on ne l'explique pas, on pousse encore la population à entrer dans une révolte. Et les jeunes qui ont 14-15 ans, qui cassent les boutiques, ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils sont instrumentalisés par ceux qui devaient recevoir le pouvoir. Ils n'ont pas reçu le pouvoir. Et c'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi l'État doit apporter une forme de médiation pour expliquer véritablement ce qui s'est passé dans les années 60-70. Parce qu'il y a eu des problèmes à cette période. Et on vit des conséquences aujourd'hui pour lesquelles on voudrait que pendant 3 jours, il y ait une ville morte. Et les gens qui font le commerce vont en souffrir. L'État même va en souffrir. Nous, ceux qui veulent marcher vont en souffrir. Donc, ici, s'il faut expliquer le problème de l'Afrique, c'est la non-correspondance de la République et de la démocratie qui a été greffée à notre système ethnique. Et cette greffe-là, on n'a pas pris la peine de voir la consanguinité. On se comprend? En fait, on nous a greffé
quelque chose dans un organe, on n'a pas pris la peine de se réfléchir si cet organe qu'on nous a greffé avait le même groupe sanguin. C'est une belle métaphore. La greffe, on te la force. On dit, tu dois être république. On est contre le communisme. On est contre l'unipartisme chinois. On est contre les monarchies des pays arabes. On veut que tu sois une démocratie. On ne te pose pas la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de révoltes chaque fois qu'il y a les votes en Afrique? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de manifestations? Regarde ce qui se passe en Tanzanie. En Afrique, pourquoi est-ce qu'il y a autant de répression? On ne se pose pas, mais on veut forcer, on veut absolument accepter cette greffe sans se poser la question si c'est le bon groupe sanguin. Et on en souffre aujourd'hui. Parlons du Nord, en quelques minutes. Ensuite, moi j'ai mon conseil à donner parce que je fais 45 minutes, je donne mon conseil, ensuite je passe à autre chose, j'ai d'autres choses à dire. Le Nord aujourd'hui arrive en ébullition. Ceux qui ont annoncé les situations du Nord du pays, il y en a peut-être beaucoup, mais moi j'en fais partie aussi. Moi, depuis 2015, j'annonce les situations au Nord. 2015. Je mettrai le poste ici. Je trouverai le poste, je mettrai le poste là. Depuis 2015. J'explique qu'il y a quelque chose qui ne se peut pas parler pour le Nord. Je suis très explicite en 2021, 2022, 2023. Je donne même des détails à l'État pour que l'État puisse prendre des mesures, mais les mesures n'ont pas été prises pour diverses raisons. Forcément, au mutisme que nous avons causé, parce que nous sommes les pasteurs bonbons. On ne nous prend plus au sérieux. Tout ce que tous choses pour lesquelles on est représenté, c'est qu'on demande l'argent, les dîmes, les offrandes, donnez-moi ça, payez ça. C'est comme ça qu'on nous voit. On ne nous voit pas comme des personnes qui peuvent influencer la politique africaine et au Cameroun. Tout ce qu'on nous voit, tout ce qui nous représente dans les réseaux sociaux, c'est l'argent. Ton enveloppe, ouais, ton enveloppe, ouais, ton enveloppe. On ne nous prend plus au sérieux. Et c'est de la faute de nos pères et de nos collègues actuels qui font en sorte cela. Et ce qui décime encore, avant d'entrer dans ce détail, décime encore le véritable problème, c'est que comme tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu apôtre, blablabla, toutes ces conneries-là. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui dit qui. Chacun dit, j'ai vu ça, ça tombe pas. Non, Dieu a changé d'avis. On crée un problème à la société. La société n'a même plus confiance en nous. Parce qu'elle est faux. Tu as dit ça n'a pas vu le jour. Tu prends la Bible. Moïse a dit, voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et on vit dans cette situation. Et on ne considère plus ce qu'on nous a dit. Donc forcément, quand M. Yves Justin ouvre la parole et dit que Paul va gagner 1 an avant, raconte les histoires, balivernes. Aujourd'hui, on vit la réalité. Et forcément, quand tu le dis, et que ceux qui ne veulent pas que tu le dises, ils attaquent ta page, ils t'insultent, ils font n'importe quoi. Donc il faut déjà que même le service soit restauré, que ce service du serviteur-là soit restauré. Parce qu'on ne nous considère plus, on n'écoute même plus ce qu'on a dit. Parce que la solution, ce que je donne aujourd'hui, qu'on m'a donné, ça ne va pas être écouté. Parce qu'on va dire, c'est un pasteur bonbon, tout ça c'est qui veut l'argent. Et les conséquences sont toujours visibles sur la société. Donc en bref, le Nord se réveille. Le Nord veut le pouvoir. Le Nord veut le pouvoir. Le Nord aspire au pouvoir. Quand je prendrai une vision tout à l'heure que je donnerai, une expression de vision que je donnerai tout à l'heure, je l'expliquerai avec plus de détails parce que c'est important pour ces personnes. Le Nord aspire au pouvoir. Le Nord veut le pouvoir. Le Nord est prêt à tout depuis des années pour reprendre le pouvoir. Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent peut-être pas, j'ai posté sur ma page, il y a eu beaucoup d'arrestations en 2014. Marafa et certains collègues. Aujourd'hui, on crie injustice. On crie injustice. Et c'est leur droit de crier injustice. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les arrestations de ceux qu'on a arrêtés en 2014, 2015, qu'on a appelé sous couvert opération épervier. Alors beaucoup de gens prennent ça pour une cabale. Mais c'est faux, ce n'est pas une cabale. Parce qu'il y a véritablement eu des prises de position des gens du Nord qui voulaient déstabiliser le Sud. Parce qu'ils trouvaient qu'à cette année-là, ce chef d'État avait mis trop long sur le pouvoir. Il voulait passer par les forces de la Centrafrique et du Tchad pour déstabiliser le Cameroun.
Il y a eu donc des troubles à l'Est. Et les troubles à l'Est. Je dis bien les rapports ouverts, c'est ce que je dis ici. Des rapports ouverts pour des personnes qui commençaient à recruter des rebelles à la Centrafrique et au Tchad. Et des rebelles qui venaient du Soudan pour venir déstabiliser le Cameroun. C'est les propres Camerounais qui le faisaient. Donc ceux qu'on a arrêtés en 2014, ce n'était pas pour rien. Parce que tout le monde dit que libérez-le, libérez-le. On ne sait pas ce que... Enfin, vous ne savez peut-être pas, mais certains de la DGSE le savent. Pour bien méchant, pour que les gars en prison, si ça aurait arrivé, c'est que le Cameroun est comme le Soudan. Parce que ces personnes, quand elles veulent le pouvoir, elles sont prêtes à tout. Et si elles sont prêtes à tout, elles sont prêtes à faire ce qui s'est passé au Nozo. Et il faut dire ça aux Camerounais clair. Voilà pourquoi quand on parle de Paul Biya, quand certaines personnes disent un indivisible, ne comprennent pas ce que certains ministres veulent dire. Le un est indivisible. Là. Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent la divisibilité du Cameroun. Et c'est ça qui est important. Donc, ici, nous sommes dans les conséquences. Aujourd'hui, malheureusement. Et ces conséquences, quand nous on l'annonce, on a toujours des personnes qui ont le QI de moins 12, qui viennent écrire sur ta page, ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça là? Ah, va là-bas au diable, faux pasteur. Ceux qui étaient ici avec moi en 2012, juin 2012, mai 2012, juin 2012, juillet 2022, pardon, j'explique ce qui va se passer au nord actuel. Je dis clairement, je mets le poste à côté, je dis clairement, je vois les maisons des gouverneurs, les maisons des hommes d'État de Garoua, j'insiste Garoua, vont être incendiés. Je le dis, je le répète, je le dis, je le répète. Je vois un malaise social qui grandit et les gens de Garoua vont se révolter contre les structures d'État. Je le dis, j'envoie ça au gouverneur de Garoua. On voit ça comment? Ils ont une boîte à lettres. Ok? J'envoie ça en 2022. Juin 2022, on me transporte encore, me dit voilà les partis politiques qui vont apporter des révoltes à Garoua et à Maroua. Ils vont casser les pancartes partout, ils vont casser les édifices publics. Informe ça. Ça sera comme un deuxième Nozo. Je le dis ici. Je reviens encore en juillet, j'entre encore en détail ce qui va se passer aussi à Maroua. Je l'explique et j'envoie ça toujours au ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji. Là, on n'est pas encore aux élections. On n'est pas encore aux élections. Les élections ne sont pas encore. En fait, on réalise que 3 ans avant, il n'y a pas encore les problèmes. Tout allait calme et paisible. Et quand tu l'écris, des personnes 3 ans plus tôt viennent te dire que ce n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Je pense qu'en 3 jours, je dis bien en 3 jours, cette semaine-ci, en 3 jours, on a vu la partie qui a le plus brûlé au Cameroun. C'est Garoua. Brûler les édifices publics à Garoua. Parce qu'en fait, les gens qui me disent, ça ne va jamais voir le jour. Moi, je ne suis pas en train de débat. Le siège pour lequel je m'assois, je ne débat avec personne. Mon siège ici, que je m'assois, nous, je suis debout. Je ne suis pas les débats. Je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait pour le Cameroun et pour les pays africains. Si tu ne veux pas y croire, c'est ton droit, je m'en fous. Okay, ce qui m'importe, c'est ce que j'ai à faire, c'est ce que j'ai à dire. Et aujourd'hui, je n'ai pas payé Canal 2 ou ni payé les petits qui avaient les yeux rouges là pour casser. Pas moi qui ai payé. Malheureusement, Garoua en souffre aujourd'hui. Maroua en souffre aujourd'hui. Hier encore, avant-hier, ils marchaient. Ils sont pas cassés partout. À cause de ce malaise, l'instrument des partis politiques derrière. Qu'est-ce que ces partis politiques veulent? Ce n'est pas seulement le débat de Paul Biya, c'est que le pouvoir leur revienne. Et si le pouvoir ne leur revient pas, ils préfèrent être, eux, dans ce qu'ils étaient avant 58. C'est-à-dire le peuple du Nord. Il faut que les gens comprennent ça. Et ils sont prêts à tout pour l'un
ou pour l'autre. Donc, quand tu vois les activistes qui ont le poids chiche dans la tête, comme les Humanto, comme les Paul Tutard, qui ne prennent pas ça en considération parce qu'eux, ils veulent que quelqu'un de 43 ans parte, ils ne savent pas ce qu'ils vont causer comme cataclysme. Je dis encore, les menteurs d'alerte, là, ils ne savent pas ce qu'ils vont causer au Cameroun si la solution ne se trouve pas aujourd'hui. Parce que là, je suis pour la solution. Je suis pour la solution. Je donnerai la solution.